la rédaction de France 2 vous fait vivre une grande soirée électorale. 30 points de direct, 300 journalistes et techniciens mobilisés pour vivre l'histoire en direct. À 20h, l'image du vainqueur, puis les réactions à chaud des candidats, les analyses, les grands débats et l'ambiance partout en France, en direct de province et des QG des partis politiques. Présidentielle 95, une grande soirée présentée par Bruno Mazur et Daniel Bilalian. L'élection présidentielle, c'est en direct sur France 2, dimanche, dès 19h. Bonjour chez elle, c'est gourmandise et friandise. Bonjour de Nestlé, café au lait, la chicorée. Bonjour chez nous, bonne humeur et légèreté. Bonjour chez eux, un jour de fête chaque jour. Délicieux café au lait à la chicorée. Bonjour chez nous, c'est tous les jours le bonjour. Vite Bernardo, passez les tornados. Non? Et pourquoi non? Oui, c'est une épingle à cheveux, et alors? Ah, un virage en épingle à cheveux. La route est très dangereuse. Que faire? C'est... Ça c'est moi, ça! Non? ZX. Citroën. Bravo, Bernardo! La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour bien passer les virages. Et les épingles à cheveux. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Findus. Oh. Heureusement qu'il y a Findus. Findus. Avant de colorer vos cheveux, stop. Réfléchissez. Et si vous pouviez les protéger tout en les colorant? Aujourd'hui, vous pouvez avec Excellence de L'Oréal. C'est vraiment différent parce que c'est une crème, elle ne coule pas. En plus, Excellence Crème protège et Excellence couvre vraiment les cheveux blancs. Ce que j'aime, c'est ma couleur, riche, qui dure plus longtemps. Nouveau Excellence Crème, votre coloration en fait autant. Excellence crème de L'Oréal, crème colorante autoprotectrice. C'est une crème, pensez-y. Bienvenue au premier tirage du loto de ce samedi 6 mai 1995. Le 17. Le 2. Le 36. Le 43. Le 40. Le 23. Numéro complémentaire, le 46. Pour ce premier tirage du loto, les numéros gagnants sont 17, 2, 36, 43, 40, 23 et le 46. À tout à l'heure pour le second tirage. Nous allons élire le président de la République, le chef de l'État. L'avenir est en jeu. Ne tournons pas le dos à la France. Votons. Allez-vous partager l'amour des vrais expressos? C'est pour ça que vous avez choisi le percolateur Krups Novo 2000+. Grâce à son thermobloc et son système crématique, il vous donne un vrai expresso bien crémeux.
Avec Krups, l'expresso devient tout simplement irrésistible. Krups, la qualité, on y prend goût. Qu'est-ce qui m'a pris de rentrer dans cette maison de fou? Je veux les sous. Ah, il y a une BNP dans le coin? Et la BNP de Levallois, ça te dit rien, non? Eh ben, je vais me servir du distributeur automatique de billets. Allons vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Non, remarquez, c'est plus simple, je vais plutôt vous faire un petit virement par téléphone, avec mes petits doigts. BNP, à chaque instant, doit pouvoir compter sur sa banque. Dans l'Alfa 146, il y a le meilleur de la technologie d'une voiture d'aujourd'hui. Mais vous trouverez avant tout quelque chose qui n'existe que dans une Alfa Romeo. Les Italiens l'appellent Cuore Sportivo. Nouvelle Alfa 146, tempérament Alfa Romeo. À la Poste, plus 30% sur 4 ans, ça fait rêver, dit l'argent. C'est pourtant bien réel, dit le temps. Les Valorias, le temps, c'est vraiment de l'argent. Nouvelle ergonomie. Nouvelle ligne. Nouvelle puissance. Un nouveau taille-haie signé Peugeot. Peugeot, la passion des beaux outils. Sur 8 ans, plus 75% à coup sûr, dit le temps. À la Poste, 75%, valeur sûre, dit l'argent. Les Valorias, le temps, c'est vraiment de l'argent. Ce soir, 20h35, finale du championnat de France de rugby Castres-Toulouse. Une lutte sans merci pour le mythique bouclier de Brennus en direct du Parc des Princes. 22h40, voyage dans le temps et grand moment du petit écran. Arthur reçoit les inconnus, Elise Moon et Magic Tchernia dans Les Enfants de la télé. 23h55, le journal. Minuit 5, la 25e heure. Jacques Perrin propose L'énigme d'Ali, un document sur les 7 dernières années de la vie du grand peintre surréaliste. Bonne soirée sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal Veillée d'armes dans les états-majors politiques, plus de 40 millions de Français votent demain pour élire le 22e président de la République française. Au Sénégal, les proches des 4 Français disparus multiplient les démarches, malheureusement sans succès. Un nouvel attentat au gaz évité de justesse dans le métro de Tokyo et le 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hommage aujourd'hui en Grande-Bretagne aux vétérans. Pour commencer ce journal, évidemment, l'un des événements sportifs de l'année, la finale du championnat de France de rugby, ce soir au Parc des Princes et en direct sur notre chaîne. Une finale 100% sud-ouest, le rouge et le noir des Toulousains, le bleu et le blanc de Castres ont envahi la capitale cet après-midi. Plusieurs milliers de supporters qui, pour rien au monde, n'auraient manqué cette finale entre le champion 93 Castres et le champion 94 Toulouse. Une rencontre qui, quoi qu'il arrive, sera la grande fête du rugby. Pierre Salviac, Pierre Labaladéjo, vous êtes déjà à pied d'œuvre au Parc des Princes. Au parc, par un temps d'été d'ailleurs, pour cette grande fête du rugby qui a vraiment les accents des Pyrénées. Alors, c'est une finale qui entre dans l'histoire puisque ce soir, on va attribuer pour la 100e fois un titre au meilleur club de la saison de rugby. Alors, les deux équipes qui sont opposées, c'est le Stade Toulousain qui a joué 16 finales et qui en a remporté 11. C'est un record que Toulouse partage avec Béziers. L'autre équipe, c'est Castres, qui n'a joué que 3 finales, mais qui les a toujours gagnées. Mais Pierre Albaladejo, le sort si capricieux qui désigne le vainqueur d'une finale, se moque bien du palmarès des deux équipes en face. C'est bien sûr, et le Stade Toulousain a fait une formidable saison. Il n'est pas moins vrai qu'en fin de saison, ils ont un petit peu piétiné, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus en pente ascendante. Par contre, le Castres Olympique est arrivé au bon moment, comme il le fallait, avec un esprit de famille. Il n'y a pas beaucoup de vedettes à Castres Olympique. C'est une équipe de club dans le terme le plus beau qui puisse être. C'est pour ça qu'ils représenteront tout à l'heure pour le formidable
pack que représente le Stade Toulousain, la formidable équipe que représente le Stade Toulousain, le CO de Castres va être quand même le trouble fête de cette finale et personne n'est capable de dire qui tout à l'heure sortira vainqueur. Et une petite précision, il y a du beau monde au parc ce soir. Il y aura le président de la République qui n'a jamais manqué une finale et les deux candidats à la présidence de la République. Merci Pierre, on vous retrouve tout à l'heure dans le courant de ce journal pour rester dans l'ambiance et le début de la retransmission donc vers 20h35. Par opposition au bruit du Parc des Princes, le silence traditionnel des candidats de la présidentielle à quelques heures du deuxième tour. Seule information politique de la journée, elle concerne les municipales. Raymond Barre sera candidat à Lyon avec l'accord du RPR et de l'UDF. Près de 40 millions d'électeurs donc demain et parmi eux les 18 inscrits du village de Sénez dans les Alpes de Haute-Provence. 18 inscrits pour 4 habitants et pour certains votants, un vrai parcours du combattant doublé d'une leçon de civisme. Reportage Alban Mikosi et Didier Beaumont. À quelques années-lumière de Paris, un bureau de vote à Sénez, dans les Alpes du Sud, sans doute le plus original de France. C'est une ferme, perdue en pleine montagne, 4 habitants à l'année, mais 18 inscrits pour les élections. Robert est l'un d'eux. Demain, comme chaque dimanche électoral, il descendra de sa bergerie, rejoindra la cuisine des voisins, transformée pour l'occasion en bureau de vote. Un président, des listes d'émargement, les bulletins réglementaires et une urne un peu rustique. Dans l'inventaire, tout est en règle. Même l'isoloir improvisé attend de partager les secrets. Vous allez voter souvent, chaque fois, pratiquement? Ah, toutes les fois, toutes les fois. À part que je sois malade, autrement, toutes les fois. Ouais. Demain, 40 millions de Français sont appelés à voter. En zone rurale, l'abstentionnisme est traditionnellement moins important. Ici, certains électeurs mettront la matinée à remplir leurs devoirs. Vous avez pu constater que ce bureau de vote est assez éloigné. Il faut à peu près 1h30 pour venir en voiture pour rejoindre ce bureau de vote et 2 heures à 3 heures à pied pour venir par la montagne. Donc, quelquefois 5 heures de marche en tout. En moyenne, 85% des habitants du hameau participent aux élections. Bien sûr, aucun candidat n'est venu faire campagne ici, seul argument qui compte, les professions de foi. Quant au résultat, pas de soirée électorale devant la télévision, on téléphonera aux amis pour savoir. Et depuis 1848, 21 présidents se sont succédés à la tête de la République française, du mandat le plus bref, celui de Jean-Casimir Perrier, 6 mois et demi, aux 14 années de François Mitterrand, 150 ans d'histoire revue par Hervé Brusini. Le président de la République, quoi de plus illustre? À y regarder de plus près, l'histoire montre que le premier d'entre eux devint empereur. Héritier d'un grand nom, il avait été élu au suffrage universel en 1848. Mais sa conquête de l'Élysée annonçait un coup d'État 3 ans après, une farce qui s'achevait dans la défaite de Sedan. Dorénavant, le président serait l'élu des parlementaires monarchistes, qui instituèrent le septennat pour MacMahon en attendant un roi. Mais les républicains l'emportent et s'accommodent d'un président affaibli, assez bon pour la publicité. Et l'Élysée se fait maison bourgeoise. Pour famille présidentielle, on se plaint de l'inconfort, mais l'on reçoit chaque semaine le Conseil des ministres. Jusqu'au jour où un général en civil va balayer les réticences parlementaires. En 1965, il aura fallu plus d'un siècle pour que le président soit à nouveau élu au suffrage universel. Et à la question qui sera le 22e président de la République française, la réponse bien évidemment à 20h précise sur notre chaîne au cours d'une nouvelle émission exceptionnelle animée par Daniel Bilalian et Bruno Mazur à partir de 19h demain donc. Nous serons partout où il se passera quelque chose. Présentation Valérie Fourniou, Frédéric Pasquette. France 2 accorde ses caméras pour la soirée électorale. Dernier réglage, derniers ajustements avant la prise d'antenne demain 19h. Rien n'est laissé au hasard. Notre idée, c'est bien sûr d'avoir les hommes politiques importants, d'avoir les personnalités qui comptent dans ce pays, mais surtout d'être au contact des Français et d'aller à leur rencontre. Au plus près des Français, les équipes de reportage, plus de 60 journalistes mobilisés. Je suis en banlieue, je vais faire frapper aux portes dans un immeuble, j'ai demandé aux gens qui regardent la télé, je leur demandais qu'est-ce qu'ils pensent de ce nouveau président. L'idée, c'est un peu de donner la parole à ceux qui viennent jamais en plateau, les gens inconnus, les Français, quoi, les gens français qui votent. Plus de 30 points de direct répartis sur toute la France. Moi, je m'occupe plus justement de ce dispatching des points extérieurs. Bill s'occupant plus davantage du débat. En régie, le chef d'orchestre de cette soirée électorale, Jérôme Revon, le réalisateur. Moi, mon rôle, c'est de coordonner tout ça, suivant les instructions qu'il me donne, mais c'est surtout de donner le rythme, d'essayer d'aller vite, d'aller dans tous les lieux où on peut aller. À la coordination, Gilles Trenel et Pierre Géraud, mot d'ordre, rigueur, impartialité, efficacité et surtout
confirmer le succès de France 2 au premier tour et surtout l'amplifier. J'ai envie de dire, les Français ont aimé au premier tour, ils l'adoreront au second. Derrière son 2, toute une rédaction mobilisée, 250 journalistes et techniciens. À partir donc demain de 19h. Retour au calme ce soir à Miramas, près de Marseille. Ce matin, 300 personnes ont manifesté devant la mairie après le meurtre hier soir d'un jeune homme de 18 ans, poignardé au cours d'une violente bagarre. Le meurtrier présumé s'est de lui-même rendu au commissariat. Quelques incidents, vous le voyez à la fin du rassemblement devant la mairie. Les CRS ont dû utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser la manifestation. Autre rassemblement à Paris, 3000 Basques français et espagnols sur le parvis de Notre-Dame. Ils demandent la libération et l'amnistie des 60 Basques détenus en France et qui observent une grève de la faim depuis une semaine. Certains d'entre eux sont soupçonnés d'être membres ou sympathisants de l'ETA. Au Sénégal maintenant, le difficile voyage des proches des 4 touristes français dont on est toujours sans nouvelles. Cela fait plus d'1 mois maintenant qu'ils ont disparu. Malgré toutes les démarches, aucun indice auquel se raccrocher. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Doucet-Bon et Dominique Merle. Le campement Zag, dernier endroit où ont été vues les gagnières et les caves avant de disparaître quelque part en Casamance. Marie-Jo Gagnière n'a pas eu à réclamer le silence à la cohorte de journalistes et d'officiels qui l'accompagnent. C'est un calvaire qu'elle s'impose au nom des 4 familles, mais il lui faut tout savoir, tout comprendre du voyage au départ si tranquille des disparus. On a certainement passé de très bons moments ici, parce que c'est tout à fait les lieux qu'ils aimaient. Marie-Jo sait que c'est ici, en Casamance, qu'elle a le plus de chances d'être entendue d'éventuels ravisseurs, de donner un visage à l'angoisse des familles. Si ces ravisseurs existent, et d'une façon plus générale, à toutes les personnes qui sauraient quelque chose, je veux demander de mettre fin à l'attente insupportable qui est la nôtre. L'enquête, elle, ne progresse pas d'un pouce. Dakar est surtout attaché à nier l'hypothèse d'une bavure de l'armée, hypothèse que certains défendent pourtant toujours. Sur le terrain, les ratissages terminés au sud-ouest s'étendent maintenant vers l'est, sans plus de résultats que des accrochages avec les rebelles. La police et l'armée ont arrêté une centaine de militants et sympathisants indépendantistes, dont 23 sont encore détenus à la prison de Ziguinchor. Leur leader, l'abbé Diamacoune, est toujours assigné à résidence dans sa maison, sous bonne garde. Dakar nous a à nouveau refusé l'autorisation de le rencontrer. Le mystère est loin de s'éclaircir. Hier, les enquêteurs disaient ne même plus être sûrs de la direction prise par les disparus à leur départ du camp Zag. Dakar évoque de plus en plus souvent et de plus en plus ouvertement la thèse de ravisseurs réfugiés en Guinée-Bissau. Allusion sans aucune preuve qui comble mal le vide laissé par un ratissage désormais presque terminé dans tout le sud de la Casamance, sans aucune trace des 4 disparus. Toujours en Afrique, au Rwanda, plus de 2 semaines après le massacre du camp de Kibéo, l'armée rwandaise mène une terrible guerre d'usure à l'égard des quelques centaines de réfugiés qui refusent toujours de quitter le camp, sous le regard un peu désemparé de la MINUAR, la force d'interposition des Nations Unies. Reportage au Rwanda d'Isabelle Bechler et Frédéric Pasquette. Depuis hier, à nouveau, la situation de Kibéo s'est enquistée. Près de 300 avaient quitté le camp jeudi pour leur village, une vingtaine vendredi, 12 aujourd'hui seulement. Sans doute, l'emprisonnement quasi systématique des hommes au sortir de Kibéo a-t-il dissuadé les 1000 derniers de partir. Et les casques bleus de la MINUAR désespèrent d'éloigner ces gens de leur enfer sanitaire, sans eau, soins ni nourriture. Et pourtant, les Hutus retranchés à Kibéo le savent. Malgré leur résistance exceptionnelle, les épidémies les guettent. Les meneurs exigent un sauf-conduit vers le Zaïre qu'ils n'auront pas. Et la MINUAR fait le tampon pour éviter, mais le peut-elle vraiment, une nouvelle action de force de l'APR, l'armée populaire rwandaise. Vous savez, nous sommes consternés. C'est terrible qu'autant de gens soient morts à Kibéo, mais nous avons fait de notre mieux et notre présence là-bas, j'en suis sûr, a sauvé de nombreuses vies. Faudrait-il modifier votre mandat pour plus d'efficacité ? Redéfinir le mandat de la MINUAR est une question politique. Je ne suis pas compétent, mais notre mandat est reconsidéré tous les 6 mois. En juin, il doit être reconduit. Je suis sûr que l'ONU aura à cœur que nous puissions être plus efficaces sur le terrain. Et de fait, les 5500 casques bleus de la MINUAR sont censés protéger les populations civiles par leur simple présence, sans coup férir.
Leur mandat actuel les autorise tout juste à faire feu en cas de légitime défense. Pas de quoi empêcher un nouveau dérapage. Au Japon, 60 000 policiers à nouveau sur les dents. Un nouvel attentat au gaz a été déjoué dans le métro de Tokyo et il s'en est fallu de quelques minutes. Pascal Golomer. L'équipe de policiers spécialisés est venue faire le ménage avec les précautions d'usage. Mais ce sont des employés du métro qui ont fait la découverte par hasard vendredi soir dans les toilettes de la station Shinjuku. 2 sacs de produits chimiques côte à côte, du cyanure de sodium en train de brûler dans l'un et de l'acide sulfurique dans l'autre. Le mélange aurait dégagé un gaz mortel en quelques secondes. Mais les employés ont immédiatement plongé les sacs dans l'eau et évité la catastrophe de justesse. La station Shinjuku, l'une des plus fréquentées de Tokyo, voit passer plus d'1 million de personnes chaque jour. Une nouvelle tentative d'attentat, prise très au sérieux par les enquêteurs. Les substances découvertes sont identiques à celles saisies au siège de la secte Aoum, principal suspect de l'attentat au gaz sarin du 20 mars dernier, un attentat qui avait fait 12 morts. À Londres, émotion et ovation pour la reine-mère à l'ouverture des cérémonies du 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elisabeth d'Angleterre a présidé cette première journée placée sous le signe d'un hommage aux vétérans. Ce soir, un dîner officiel marque la réconciliation entre les nations, une réconciliation que certains anciens ont toutefois encore du mal à admettre. À Londres, notre correspondant Bernard Lebrun. L'évincé des plages du débarquement l'an dernier est donc présent cette année. Le chancelier allemand Helmut Kohl ne cachait pas sa joie et sa reconnaissance à John Major en arrivant au dîner des chefs d'État et de gouvernement. Ce dîner de 1000 personnes au Guildhall, la City de Londres, placé sous le signe de la réconciliation en présence de l'Allemagne et de 60 autres pays, est l'événement de la journée. René Monory, président du Sénat, est là en l'absence jusqu'à demain de François Mitterrand. Très loin de ces fastes, dans l'Herb d'High Park ce matin, défilaient les vétérans. Chapeau blond et médaille, la plus grande d'entre toutes, la Victoria Cross. Ces 10 hommes et femmes sont les seuls survivants parmi les très rares Britanniques à avoir reçu cette très haute distinction pendant la guerre. Il leur revenait d'ouvrir le défilé. Première manifestation de ces 3 journées de cérémonie où sont attendues plus d'1 million de personnes. Des cérémonies présidées par le Premier ministre John Major, né en 1944, et la reine-mère Elisabeth, 95 ans, au mois d'août. Elisabeth, qui avec le roi George VI n'ont jamais quitté Londres durant les terribles bombardements du Blitz. Ce qui vaut à la Queen Mother, c'est Hourra. Elle incarne l'unité de la nation dans l'adversité et c'est debout que les Anglais lui disent. On ne dira jamais assez que contrairement à la France où la guerre a un goût d'amertume et de trahison, ici c'est la fête et le bonheur qui dominent dans les mémoires, la gloire d'avoir eu raison dans l'unité. Et le fait que le drapeau allemand flotte devant la colombe de la paix, sur une planète en fleurs, que des soldats de la Bundeswehr soient présents à Hyde Park, n'y changeront rien. Et l'on veut croire ici que la présence d'Helmut Kohl symbolise uniquement 50 ans de paix en Europe, une paix définitive. Il faut se souvenir des années très difficiles où la Grande-Bretagne se dressait seule contre le Troisième Reich allemand au tout début de la guerre pour comprendre pourquoi les cérémonies ont débuté ici, à Londres. Ce V de la victoire, c'est une invention de Sir Winston Churchill. Il fleurira sur tous les murs d'Europe durant l'occupation allemande. Sur le plan militaire, le symbole de la victoire sur l'Allemagne nazie, c'est bien sûr l'entrée des 500 000 soldats soviétiques dans Berlin au premier jour du mois de mai 1945. Au prix de dizaines de milliers de morts, l'armée rouge devance les Américains. François Cornet. En ce printemps 45, les bombardiers alliés ont fait de l'Allemagne un champ de ruines. Objectif des superforteresses, les centres industriels, les usines d'armement, les villes. La coalition anti-nazie a porté le fer au cœur de Berlin. La capitale du Reich est prise en tenaille par l'armée rouge. 25 000 canons tonnent à ses portes. Dans la deuxième quinzaine d'avril, la jonction des troupes de Zhukov et Koneïev est décisive. 6 000 chars, 500 000 hommes montent à l'assaut. Les petits chevaux cosaques escaladent les premières barricades. Le 19 avril, Berlin est débordée. Le 22, elle est investie. Au prix de pertes énormes, quelques 300 000 hommes côté soviétique, les faubourgs berlinois sont peu à peu nettoyés. Embusqués dans les décombres, 75 000 fidèles du Führer, pour la plupart membres des jeunesses hitlériennes, résistent.
Terrés dans les caves, 2 millions de civils sont pris au piège. Au soir du 29 avril, l'armée rouge se rapproche de l'objectif 105, le Reichstag. Les jeux sont faits. Le lendemain, le drapeau rouge flottera sur Berlin. La guerre est presque finie. La croix gammée qui a terrorisé l'Europe vole en éclats. Dans son bunker, Hitler s'est suicidé avec Eva Braun. Goebbels a empoisonné sa femme et ses 6 enfants et s'est tué à son tour. L'état-major se rend. Le 2 mai, le Troisième Reich est à terre. Les troupes de Staline viennent d'écrire une page importante de notre histoire contemporaine. 2 jours plus tard, Leclerc plante le drapeau français sur le nid d'aigle de Berchtesgaden. Le 8 mai 1945, au lendemain de l'acte de reddition signé à Reims, Keitel signe à Berlin une capitulation imposée par tous les Alliés, y compris par les Français représentés par Delattre de Tassigny. Fin du dernier acte de la guerre, l'armée rouge piétine les ruines du Troisième Reich. François Mitterrand a fait savoir qu'il n'assistera pas au défilé militaire prévu à Moscou mardi, tout comme Helmut Kohl et John Major. Pas d'explication officielle, mais certains y voient un signe de désapprobation à l'égard de l'offensive russe menée en Tchétchénie. Parmi les très nombreuses commémorations, la reconstitution en Normandie ce week-end de l'un des 8 camps cigarettes, ces bases de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le matériel bien sûr est d'époque, à Saint-Valery-en-Caux, Vincent Nguyen et Denis Pardagno. Fin 1944, après le débarquement, des centaines de milliers de GIs américains ont vécu ici en Haute-Normandie, installés dans 8 camps qu'ils ont baptisés de noms de cigarettes. Le plus grand d'entre eux était à Saint-Valery-en-Caux, 12 000 tentes, 58 000 soldats, une véritable petite ville où transitaient armes et troupes fraîches, qui fut démontée en février 1946. Mais aujourd'hui, le camp revit. Et les Américains sont de retour. Edward Hogsett était ambulancier dans un camp voisin. La Croix-Rouge pouvait parfois être prise pour cible. C'était pas évident. Vous voulez l'essayer? C'est presque la même. Alors? Génial. C'est pareil. Edward est non-fumeur, et pour lui, le nom des camps cigarettes, c'est une question pratique. Tout le monde connaissait les marques de cigarettes. C'était des noms populaires et assez faciles à se rappeler. D'autres parlent d'une stratégie économique des Américains. Les GIs, en tout cas, ont aussi apporté un soda fort célèbre et en grande quantité. C'était pas en bouteille, c'était de grandes barriques de sirop. On mélangeait l'eau, le gaz, et hop, on buvait. L'ambulancier du camp cigarette a aussi goûté au Calvados et de la France, même s'il vit de durs moments, il garde un très bon souvenir. Un tout dernier résultat de football. Marseille reprend provisoirement ce soir la tête du championnat de France de 2e division. Victoire 3-0 sur Guignon. Vous venez de voir le 2e but, il est inscrit par Tétis. Vous allez voir le 3e marqué par Libra. Ce soir, Guingamp, l'autre prétendant au titre, joue à Laval. Un nouveau détour par le Parc des Princes pour retrouver Pierre Salviac, Pierre Albaladejo, pour savoir où on est à peu près à 10 minutes, Pierre, du coup d'envoi. Je regarde mon chrono. Un coup d'envoi, c'est à 45, mais vous savez qu'une finale est précédée par un protocole qui sort de l'ordinaire, puisque le président de la République en personne se fait présenter par le capitaine des deux équipes, les finalistes de ce championnat de France de rugby. Alors, les derniers détails que nous avons, vous savez qu'avant le coup d'envoi, on procède à plusieurs tirages au sort. Par exemple, le tirage au sort des vestiaires, parce que c'est une tradition, les deux finalistes veulent avoir le vestiaire qui est habituellement, dans le cadre du tournoi des Nations, dévolu à l'équipe de France. Eh bien, c'est Castres qui a gagné le vestiaire de l'équipe de France. C'est donc Toulouse qui jouera dans le vestiaire des habituels adversaires de l'équipe de France. En revanche,
en ce qui concerne le tirage au sort du choix du terrain. Là, c'est Toulouse qui a gagné. Toulouse a choisi de jouer à droite de votre écran. En général, on choisit le terrain en fonction du vent, mais là, il n'y a pas de vent, voilà. Hein. Non, dans le Parc des Princes, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Et quand il y a du vent, il est tourbillonnant, il est assez gênant, mais c'est vrai que quand on gagne le toast, habituellement, on choisit de jouer toujours contre le vent pour bénéficier de celui-ci en deuxième mi-temps. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de vent, donc il y en a un qui a choisi le coup d'envoi. C'est peut-être pour entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez constaté, c'est la photo officielle, on n'attend plus que le président de la République. À tout à l'heure. Voilà, et on vous retrouve dans une poignée de minutes, juste après la météo de Laurent Romeshko. Après le rugby, ce sera les enfants de la télé avec Arthur, et le dernier journal vers minuit en compagnie de Philippe Lefebvre. Je vous retrouverai demain à 13h. Je vous souhaite une très bonne soirée avec le rugby.